Vous êtes de retour sur le plateau de BFM Politique et l'invité de notre deuxième heure ce soir, c'est Jean-Luc Mélenchon, le coprésident du Parti de gauche, député européen. Bonsoir Jean-Luc Mélenchon. Bonsoir. Alors vous arrivez tout juste des assises citoyennes de Montreuil, dont le programme était, je cite, changer de cap en France et en Europe. Changer quoi? Changer comment? Et avec qui d'ailleurs? Puisqu'à vos côtés il y avait des communistes, mais aussi des socialistes, des Verts, des ONG. Alors vous allez nous expliquer tout ça dans un instant. Oui, c'est un joli moment d'union et de débat. Et vous savez qu'on a décidé ce soir de consacrer assez largement cette émission à la réforme des retraites qui est en train de s'annoncer. Alors, on va rentrer dans ce sujet-là tout de suite et je vous propose de regarder tout de suite un sondage qui a été réalisé pour BFM TV par l'Institut CSA et qui a demandé aux Français quelle était pour eux la bonne solution pour réformer ces retraites. Est-ce qu'il fallait reculer l'âge de départ de la retraite, augmenter les cotisations, augmenter la durée de cotisation? Vous voyez que les réponses sont assez partagées, assez réparties. Quand on fait la somme du recul de l'âge de départ et de l'augmentation de la durée des cotisations, globalement, plus d'un Français sur deux pense qu'il faut travailler plus longtemps. Alors avant que vous prononciez là-dessus, je voudrais montrer une deuxième série de chiffres. Oui, et cette fois-ci, ce sont vos électeurs qu'on a interrogés, ceux qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour de l'élection présidentielle. Et vous voyez que là, les réponses sont assez sensiblement différentes, puisque près de 4 de vos électeurs sur 10 pensent que la bonne solution, c'est d'augmenter les cotisations. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec vos électeurs? Et dans cette hypothèse-là, qui doit payer? Non, tout ça est une grossière mystification, car vous n'avez pas posé à mes électeurs les questions qui correspondent à mes solutions. Donc, vous avez là l'habituelle liste des idioties qu'on propose aux gens, puis les gens, ils sont braves. Alors, on leur dit, il faut sauver le régime. Oui, sauvons le régime, il faut travailler plus. Les gens ont l'habitude de bosser, donc ils disent, non, tout ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire, d'abord parce que vous devriez vous interroger sur la réalité du sujet. Au XVIIIe siècle, les Lumières ont commencé comme ça. On a dit ça sert à rien de discuter des conséquences d'une cause qui n'existe pas. Donc là, la crise du régime des retraites n'existe pas. Il y aura au moins cet événement dans cette soirée. Vous savez ce que c'est le déficit annoncé? C'est 5%. Le déficit de l'État, le déficit du budget de l'État, c'est 25% du total du budget de l'État. Ça, 5%. C'est 15 petits milliards rapportés à 280. Donc vous dites qu'il n'y a pas de réforme des retraites à faire? Si, il y en a une pour relever les retraites. S'il n'y a pas de déficit, il n'y a pas de souci. Ou s'il y a un tout petit déficit. Écoutez-moi, c'est bien ce que je suis en train de vous dire. Ce qu'il faut, c'est élever le niveau des pensions, parce que ça se dégrade dès que les gens sont dans la misère, pour beaucoup de pensionnés. Et deuxièmement, il faut reculer l'âge de la retraite et la ramener à 60 ans. Pour faire tout ça, par exemple, si je prenais le chiffre le plus extraordinaire, c'est-à-dire on revient à la retraite à 60 ans et il n'y a pas une retraite inférieure au SMIC. Ça coûte 33 milliards. Voyez-vous, c'est un institut de droite qui a trouvé ce chiffre-là. Moi, je trouvais un petit peu plus, mais j'en reste à ça. 33 milliards, c'est rien à trouver dans un pays qui produit 1880 milliards de richesses par an. Donc, il faut mettre les choses en proportion à leur place. Voilà. La réforme qui est en train de se faire là n'a pas de sens. Elle est faite parce que la Commission européenne de Bruxelles exige que l'on réforme partout le système des retraites, c'est tout. Et comme le Premier ministre veut être le bon élève, comme a dit M. Hollande, de la classe européenne, il se dépêche de faire sa fichue réforme, qui va faire souffrir des gens pour rien, de manière à ce que ça soit prêt avant le mois de novembre, le vote de la loi de finances de la sécurité sociale, et qu'il puisse se présenter devant notre bon maître, la Commission européenne, en lui disant, vous avez vu, j'ai coupé la gorge à tant et tant de gens, donc... Mais pourtant Jean-Marc Ayrault, qui a reçu donc ce rapport de Mme Moreau vendredi, il nous dit qu'elle ne va pas être si terrible, cette réforme. Je vous propose de l'écouter d'ailleurs, le Premier ministre, qui réagissait sur le perron de Matignon après avoir reçu ce rapport rédigé par ce groupe d'experts. Il y aura des efforts à faire, mais ces efforts ne sont pas écrasants. Simplement, il faut faire le choix. Et ils seront guidés par deux principes, la continuité et la justice. Alors, des efforts guidés par la justice et qui ne seront pas écrasants. Eh ben, tout va bien, non? Peut-être qu'on pourrait passer par une autre étape, non? Tout de même, il faudra arrêter de se moquer des gens. Il se moque du monde, Jean-Marc Ayrault? Non, mais comment? Ben, évidemment. Évidemment. Le rapport Moreau, qu'est-ce que c'est? Une mauvaise copie, recopiée de la précédente, avec les mêmes refrains. On vit plus longtemps, donc il faut travailler plus longtemps, qui est un mensonge éhonté, puisque dans le passé, on a sans cesse avancé l'âge de la retraite, alors que l'expérience de vie avançait. Donc tout ça, tout d'un coup, devient une règle. Et ces gens sont assez stupides pour ne pas comprendre que si l'on vit plus longtemps, c'est précisément parce qu'on travaille moins longtemps. Et dans les pays où l'on a retardé le départ à la retraite, à chaque fois,
eh bien l'espérance de vie en bonne santé recule, et dans certains secteurs, et pour certaines catégories de la population, c'est l'espérance de vie elle-même qui recule. Donc il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles, ou de croire que nous sommes affectés par ce qu'on appelle le syndrome du poisson rouge. Vous savez ce que c'est le poisson rouge? C'est qu'il tourne et il ne sait pas qu'il est toujours au même endroit, parce qu'il n'a pas de mémoire. Mais nous en avons. On nous a déjà servi ce genre d'explication à plusieurs reprises. Ça ne tient pas debout. Je vais vous dire, quelles sont les solutions? Là, il manque 15 milliards. Il vous faut 15 milliards, je vous en trouve 20. Taxer les revenus financiers des très grandes entreprises, comme vous taxez les revenus du travail, il y en a pour 20 milliards. Il vous en faut plus que ça, si je vous ai bien écouté tout à l'heure, puisque vous dites, moi, ma réforme, elle coûte 33 milliards. Oui, c'est ça que vous nous avez dit. J'ai voulu vous épargner la liste des recettes. Non, mais très simplement, vos 33 milliards, vous les prenez où? Alors écoutez, puisque vous insistez, vous y aurez droit. Taxation des revenus financiers des entreprises, 20 milliards, estimation CGT. Élargir l'assiette des cotisations, soumettre à cotisation les revenus d'intéressement et de participation, 5 milliards. Déplafonner les cotisations patronales, 6 milliards. Supprimer les aides fiscales pour l'épargne retraite par capitalisation, 2 milliards. Total, mais vous allez voir que j'ai une autre idée, 33 milliards, c'est-à-dire exactement la somme. Globalement, ce sont les entreprises qui payent, on peut dire ça? Non, vous m'avez mal compris. Ce ne sont pas les entreprises, ce sont les grandes entreprises qui dégagent des revenus financiers que je viens de mentionner, ainsi que les moyens que l'on a trouvés de contourner les cotisations sociales en inventant l'épargne retraite par capitalisation et surtout les cotisations patronales que l'on a plafonnées. Alors, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Mais maintenant, je vais vous dire, la solution des solutions, c'est l'emploi. 1 million d'emplois égale 8 milliards d'euros de recettes supplémentaires. Par conséquent, regardez un chiffre très simple, tout le monde va comprendre. Pendant les années Jospin, ça dure 5 ans, on a réussi à créer 2 millions d'emplois. Ça a duré 5 ans. Eh bien, on peut imaginer qu'on arrive à trouver en 10 ans 3 millions d'emplois. Et ça rapporte 25 milliards d'euros. Par conséquent, nous parlons d'un problème qui n'existe pas dans la durée, sauf si on veut le faire. On vous fait valoir que du temps des 5 ans de Lionel Jospin-Matignon, l'économie mondiale n'était pas dans le même état que celui d'aujourd'hui. Un bon point pour vous. Merci. Par conséquent, ça signifie que pour que ça marche, il faut qu'il y ait du développement de l'activité. On appelle ça la croissance. Moi, j'aime pas le mot parce que certaines activités, je veux les faire décroître. Mais bon, il faut donc qu'il y ait la relance de l'activité. Que fait le gouvernement? Tout le contraire. Parce que les gens qui ne partiront pas à la retraite, où est-ce qu'ils vont, à votre avis? Travailler comme des fous? Pas du tout. Ils sont au chômage. C'est-à-dire que vous allez boucher un trou à un endroit pour le créer à l'autre à l'indemnisation du chômage. 8 milliards, il y en a. Bon. Les gens qui savent que leur pension va baisser, puisque c'est dans le rapport Moreau, cette affaire-là, eh ben, ils dépensent moins. Donc, ils font moins tourner la machine à consommer. Or, c'est la machine à consommer, c'est 60% du moteur de la croissance en France. Par conséquent, tout ce que fait le gouvernement ne va qu'aggraver les choses. Donc, dans quelques mois, vous allez avoir les mêmes têtes de rapport Moreau, ça s'appellera rapport Schmoll ou rapport Bluch, de toute façon, ils font que se recopier les uns les autres, et qui vous dira « Ah, catastrophe, les comptes d'indemnisation du chômage vont encore plus mal qu'avant. » Je vous annonce d'autres qui vont aller mal. Les comptes de la santé publique. Pourquoi? Parce que quand vous êtes au chômage et que vous êtes à cet âge-là, les 56, 57, 58, 60 ans, vous bouffez, comme on dit, ça vous mine. Et par conséquent, vous êtes plus malade que d'habitude. Évidemment, les gens retardent le moment d'aller soigner. Pourquoi? Parce que les pensions sont trop petites. Donc quand ils y vont, c'est trop tard. Et comme ils sont très malades, ça coûte plus cher de les soigner. Tout ça, c'est de la politique de gribouille. La bonne politique, ça consiste à développer l'activité. Et à chaque fois que vous avez de l'emploi de plus, vous avez des cotisations de retraite supplémentaires. Ça, c'est la bonne politique. Une dernière question. Vous avez remarqué que ça ne marche pas, leur réforme. On en est à la 3e ou la 4e. Ils ont la même tête à chaque fois. La précédente remonte à 2010. Eh bien oui, à chaque fois, vous dites, on va sauver le régime des retraites. Alors, comment on va le sauver? Avec moins de retraites. On va sauver la santé avec moins de santé, et ainsi de suite. Une question sur les régimes spéciaux. Est-ce que c'est normal qu'on puisse continuer à partir à la retraite aujourd'hui à 50 ans ou un peu plus quand on a travaillé à EDF ou à la SNCF? Ça dépend quel poste de travail on a et pour quelle raison ça a été fait. Moi, je désapprouve cette manière qu'il y a d'aller comme ça montrer du doigt pour exciter les gens les uns contre les autres. Demandez d'abord quand a été négocié cet âge de départ à la retraite et pour quelle raison. Vous savez que c'est pas une condamnation. C'est précisément un peu le débat. Est-ce que conduire un train, c'est pas moins pénible aujourd'hui qu'il y a 50 ans?
Eh bien, c'est à voir. Mais est-ce que la société, étant plus riche qu'elle ne l'a jamais été de toute son histoire, ne devrait pas améliorer les droits? Est-ce qu'on ne devrait pas être en train de se demander comment améliorer l'âge de départ à la retraite de telle ou telle catégorie, au lieu d'aller embêter ceux qui vont pouvoir profiter de la vie dans des conditions un peu plus sympathiques? Vous savez, la retraite, c'est pas une affaire de comptabilité, c'est une vision de la vie. C'est une manière d'organiser. Il y a un âge, il y a un moment où on arrête de travailler. C'est pas une honte, on se met au service des autres. Certains à gauche vous répondraient, moi j'aimerais bien, mais simplement c'est pas possible et ça correspond pas à la réalité. Je vous propose d'écouter une réaction, c'est celle de Jean-Marie Le Guen, le député socialiste qui était sur le plateau de Route et Krief vendredi soir. La gauche Père Noël, c'est-à-dire la gauche qui ne viendrait au pouvoir que pour donner des gratifications payées par qui, on ne sait pas. Alors un coup c'est le grand capital, le lendemain c'est le plus souvent c'est la dette, ce qu'a fait la droite d'ailleurs massivement ces 10 dernières années. Je pense que c'est pas comme ça qu'on avance. Il faut entendre, il faut écouter, il faut donner des réponses, mais il faut assumer l'intérêt général. Vous êtes la gauche Père Noël, Jean-Luc Mélenchon? C'est très insultant, ça ne m'étonne pas de lui. Mais c'est pas comme ça qu'il faut voir les problèmes. Si c'est pas le faire, eh ben, il s'en va. Et nous, on sait le faire. On les remplace. Parce que nous savons faire vivre un régime de retraite équilibré en développant l'emploi. Nous savons comment nous développons l'emploi. Nous savons où nous trouvons les ressources. Vous m'avez entendu vous lire des chiffres. Vous m'avez entendu exposer une politique économique cohérente. Par contre, la gauche Père Fouettard, c'est plus la gauche. Parce que nous ne sommes pas des Pères Noël, mais eux sont des Pères Fouettards. C'est-à-dire qu'on ne les a pas élus pour faire ça. C'est-à-dire pour faire quelque chose qui va aggraver la réforme des retraites de M. Sarkozy. Parce que tout de même, vous ne devriez pas oublier ce point-ci, qui a une grande importance. C'est que c'est la première fois dans l'histoire de notre pays qu'on va voir un gouvernement dirigé par quelqu'un qui se dit de gauche aggraver la situation des retraites. D'habitude, nous avons toujours fait, à chaque étape de notre histoire, quand c'est nous qui gagnons les élections, ben, ma foi, on arrange la vie des gens. C'est la première fois qu'on va voir ça. Ce qui signifie que tout ce qu'ils ont dit à l'époque contre la réforme Sarkozy, ils ne le pensaient pas, puisque maintenant, ils confirment la réforme Sarkozy et ils l'aggravent. Ce sont donc des hypocrites et des menteurs. Ouais, ils n'ont pas la même vision de la réalité que vous, en tout cas. Ça ne les empêche pas de me traiter de Père Noël, donc je peux bien quand même dire qu'ils sont menteurs. Absolument. Une grève à la SNCF la semaine dernière pour protester contre la modification du régime ferroviaire. Votre parti a d'ailleurs invité le gouvernement à enterrer cette réforme. Une grève des contrôleurs aériens très largement suivie. Ce sont deux sujets différents, mais est-ce que vous voyez une trame commune? Est-ce que pour vous, il y a une sorte de mécontentement social qui est en train de monter, qui est susceptible de s'agréger? Et j'allais dire d'une certaine manière, est-ce que c'est pas ce que vous espérez? Ben, je ne sais pas. Personne ne peut savoir comment les mouvements sociaux s'agrègent ou pas. Ils ont leur autonomie. Quoi que j'en dise, les choses se passeront comme elles doivent se passer. Bon, mais ce qui est sûr, c'est que catégorie par catégorie, vous verrez tout le monde être confronté aux politiques de la Commission européenne. Le but de la Commission européenne, c'est de faire exploser quelque chose comme la SNCF. Donc il faut vendre le rail par tous les moyens possibles. Et donc les gouvernements successifs qui obéissent, sont les caniches de la Commission européenne, eh bien essayent de lui donner raison par un biais ou par un autre. C'est ce qui se passe actuellement. Et donc ça soulève d'énormes difficultés. Que voulez-vous, quand les Français vont comprendre qu'on est en train de vendre l'accès au réseau ferré à des entreprises privées heure par heure, j'aime vous dire que le réveil va être douloureux. D'ailleurs, je leur dis tout de suite que le train va devenir plus dangereux quand la Commission aura appliqué sa politique. Parce que partout où elle l'a fait, c'est devenu plus dangereux.